Salut à tous et à toutes les amis, c'est Monsieur Mathéo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série dans laquelle je vais vous présenter des affaires de meurtre, des affaires de vol. J'ai bien aimé vous faire la vidéo d'Halloween, donc je me suis dit pourquoi pas faire des petites vidéos comme ça en face cam, un peu préparées, et je vous raconte des histoires. Voilà, donc aujourd'hui on va commencer par l'affaire Jacques Sérail. C'est une affaire qui aura mis les nerfs des policiers à rude épreuve, va été de rebondissement en rebondissement. Nous sommes à Chaumes, le 28 septembre 2011. Nous sommes à 25 km de la frontière espagnole. Une voiture est embrasée dans une carrière et seul un chien rôde autour. Il y a personne dans l'habitacle et il y a juste un tas de chair dans le coffre. Pour les policiers, une seule et même piste est possible. Il s'agit d'un problème de chasse, la région est sujette au braconnage et donc pour les policiers, il s'agit d'un règlement de compte ou d'un problème de chasse. Afin de pouvoir un maximum prouver cette piste, ils font appel à un vétérinaire. Malheureusement, il sera confus et dira que ce qui est retrouvé est un chevreuil. La voiture sera emmenée ensuite au garage afin de se faire détruire. Le garagiste sentira une odeur abominable. Il dira que ça sent le cochon grillé et que cela était vraiment pesant pour tout le garage. Il décide donc de reproposer de faire une enquête et celle-ci changera tout. Alors que le vétérinaire arrive, il enlève le tas de chair qui était dans le coffre et découvre en réalité un crâne avec un trou entre les deux yeux. Il s'agit d'un crâne humain et la chair est humaine. On y retrouvera même une montre. L'enquête prend donc un tout nouveau virage, d'autant plus que l'on retrouve un portefeuille au nom de Jacques Sérail, le propriétaire de la voiture et du chien. On découvre grâce à l'autopsie que cette personne est morte avant la carbonisation de la voiture. Ce qui sera assez important pour les enquêteurs car ils pencheront dans un premier temps pour un règlement de compte. D'autant plus que le casier de Jacques Sérail n'est pas totalement vierge. C'est quelqu'un qui est très connu des services de police. Il est tombé 2 fois pour trafic de stupéfiants et a donc pris plusieurs années de prison. Au moment où il se fait assassiner, ça fait seulement 1 an qu'il est ressorti et il s'est déjà remis aux affaires. Certains de ses amis et des dealers en témoigneront. Pour la police, cela est donc la preuve du règlement de compte, d'autant plus que le fait qu'il soit mis dans le coffre et que la voiture soit brûlée après qu'il soit mort, c'est ce qui s'appelle dans le jargon un barbecue, c'est un terme barbare qui vise en fait à rétablir l'ordre dans les réseaux de trafic. Il y aura une autre preuve qui va venir appuyer cette théorie de vengeance dans un trafic de drogue. Ce sera les paroles de Jacques Sérail avant sa mort. Il dira à ses amis qu'il a peur de faire ce métier qu'il exerce depuis des années, car dans son passage en prison, le métier a bien changé. Il dira qu'il y a des go-fast, des personnes qui vont vous braquer votre marchandise ou vos sous. C'est même ce qui lui arrivera un jour et après ça, il s'armera. Mais un détail va troubler les policiers. Un ami dira que 2 semaines avant sa mort, Jacques Sérail aurait dit qu'il voulait se ranger. Il voulait arrêter et reprendre le bar qu'il avait depuis des années. Il avait en fait trouvé une femme qu'il aimait énormément et il voulait pour elle se ranger et reprendre le bar avec elle. Ses amis diront qu'apparemment c'était une femme très belle. C'était ce que Jacques Sérail leur avait dit et il l'appelait d'ailleurs mon petit caviar. Pour l'anecdote, il leur avait dit « Lorsque je vais revenir avec elle, vous allez voir les gars, vous allez baver ». Les enquêteurs se demandent donc qui est cette femme que Jacques Sérail appelait son petit caviar. Ils n'ont pas de nom, mais un de leurs indicateurs va leur donner une potentielle piste.
il dira qu'il a entendu parler d'une femme qui s'appelait Jafat ou Safat, quelque chose dans ce style-là. Cela fait tilt dans la tête des policiers. Et ils se rappellent que lors de la perquisition de la maison de Jacques Sérail, ils ont vu un pense-bête avec un numéro dessus au nom de Abdallah Shafat. C'est donc la preuve qu'il avait une liaison amoureuse. Et cette liaison amoureuse n'aurait-elle pas un lien avec ce qu'a vécu Jacques Sérail? C'est ce que les policiers se posent comme question dès cette nouvelle. Le compagnon de cette femme sera très intéressant. Il s'appelle Sylvain Rouviot et a été emprisonné dans le même établissement que Jacques Sérail. Il faut savoir qu'entre codétenus, ils se serrent souvent les coudes. Ils se connaissent, ils font des alliances et ils apprennent à partager des moments ensemble, donc créer des amitiés. Pour les policiers, cela en est trop, il y a forcément un lien et ils décident de mettre Jacques Sérail et Shafat Abdallah sous écoute. Un dernier détail qui sera intéressant pour les policiers, c'est que durant toute la durée du crime de Jacques Sérail, le téléphone des deux époux seront éteints. Détail d'autant plus troublant que déjà en 2011, les téléphones étaient très présents au quotidien. Donc, pour eux, cela ne fait aucun doute. Ils sont les suspects numéro 1. Ce couple deviendra leur obsession. Lorsque les policiers les mettent sur écoute, ils sont loin de s'imaginer ce qu'ils vont découvrir. Ils découvrent un couple libertin dans lequel le sexe et l'argent est au milieu de tout. Cela leur fait froid dans le dos, d'autant plus que, à travers les appels de Shafat Abdallah, ils découvriront une profession menteuse. C'est une menteuse compulsive. Elle ne fait que mentir. Ils se rendent compte que lorsque quelqu'un leur raconte quelque chose de triste, elle racontera quelque chose d'encore plus triste. Un dernier détail, lors des écoutes, viendra troubler les policiers. Un épisode de Faites entrer l'accusé va totalement semer le trouble dans ce couple. Il s'agit d'un épisode dans lequel on parle d'une voiture qui a été calcinée avec un corps dedans. Et devinez quoi? C'est un lien avec Shafat Abdallah. Shafat Abdallah avait un ex-mari. Et en fait, cet ex-mari était le suspect et le coupable numéro 1 dans l'affaire qui avait été présentée. Donc, le lien était rapidement fait. Le couple s'est dit que, en revoyant cette affaire à la télé et en repensant à l'affaire de Jacques Sérail, les policiers allaient directement faire le lien. Ils se rendent compte que Madame Abdallah est totalement stressée, elle est troublée. Donc, ils peuvent se poser réellement la question de est-ce que le mode opératoire est le même? Est-ce qu'ils se sont inspirés? Est-ce que ce couple s'est inspiré de ce mode opératoire pour tuer Jacques Sérail? C'est réellement la question des policiers. Après les avoir écoutés durant longtemps, il est temps pour les policiers de jouer avec leurs deux suspects. Ils vont les convoquer, puis annuler les convocations. Et cela marche. Shafat Abdallah dira qu'elle est très stressée. Elle dira au téléphone je monte à 15-16 de tension, je ne me sens pas bien, je fais des malaises. Elle fera régulièrement des malaises d'ailleurs durant les écoutes. Et son mari, Sylvain Rouviot, lui, sera beaucoup plus méticuleux. Il connaît la police. Il dira notamment au téléphone « Je ne peux pas plus te parler. Il m'écoute, je viens chez toi, je viens de parler. » Donc, on a vraiment un couple qui, peu à peu, tombe entre suspect et coupable. Ils montrent peu à peu qu'ils n'ont pas rien à voir avec cette affaire. Et les policiers se rendent donc compte qu'ils sont sur la bonne voie et décident de continuer. Pour les policiers, même si Shafat Abdallah est très stressé après l'épisode de Faites entrer l'accusé qui aura remué un moment de sa vie, ils sont obligés de reconvoquer un deuxième suspect de cette affaire qui a fait trembler en fait Shafat Abdallah. Il s'agit du suspect numéro 2 et il dira qu'il a eu une relation avec Shafat Abdallah à sa sortie de prison et même avant. Et il racontera une histoire aux policiers qui sera très importante pour la suite du dossier. Il leur dira qu'une fois, elle s'était servie de lui
en lui faisant croire que son ex-mari était en train d'abuser de ses enfants, qu'il était un pervers et il avait en fait réglé ses comptes avec l'ex-mari de Shafat Abdallah, ce qui lui avait valu un casier judiciaire et un tour au poste. Il parlera d'elle comme une croqueuse d'hommes, une femme qui n'a peur de rien, une menteuse compulsive, quelqu'un qui ne peut pas vivre sans mentir et qui est très dangereux. Une nouvelle piste apparaît dans l'enquête. Des bruits courent. Il paraît que Shafat Abdallah aurait couché avec un notaire de son village et que, vu qu'il était marié, elle l'aurait fait chanter. Il y a donc le chantage qui rentre en ligne de compte, d'autant plus que Jacques Sérail faisait régulièrement des voyages non officiels, il transportait de la drogue, donc potentiellement tout cela était lié au chantage. Le couple est donc interrogé une première fois. Shafat Abdallah jouera à la femme qui ne sait absolument rien. En revanche, lui, Jacques Sérail, il connaît la police. Il a déjà eu affaire à eux plusieurs fois. Il est pas un très grand bandit, il a juste fait quelques braquages, c'est un petit larcin. Il n'est pas issu du grand banditisme. En revanche, il sait comment faire et il se montrera violent durant tout le long de l'interrogatoire. C'est Shafat Abdallah qui brisera la première le silence. Elle racontera une histoire totalement aberrante dans laquelle elle avait rendez-vous avec Jacques Sérail et lorsqu'elle allait à ce rendez-vous, Sylvain Rouviot l'aurait rattrapée, l'aurait bloqué sur la route, l'aurait dit de rentrer à la maison et qu'il était parti, qu'il était très stressé. Elle rajoutera en plus, et c'est le détail de trop, qu'il avait une casquette avec marqué « Killer » dessus. Là, c'est un peu pour les policiers l'apothéose de ce qu'ils ont entendu. Comme quoi, elle serait menteuse, hypocrite, et ils se rendent vite compte que ça va pas être du gâteau de comprendre et de rentrer dans la tête de cette jeune femme. Shafat Abdallah parlera aussi de sa relation avec Jacques Sérail. Une relation tumultueuse, amoureuse, dans laquelle il y avait juste, elle dira, du sexe, alors que Jacques Sérail, lui, pensait qu'il y avait de l'amour. Les policiers prendront sa déposition et la mettront sous les yeux de son mari, Sylvain Rouviot. Monsieur Rouviot tombera de haut lorsqu'il apprendra que sa femme, Shafat Abdallah, aura eu des relations sexuelles avec Jacques Sérail dans leur domicile et le lit conjugal. Cela le mettra totalement à nu, il ne saura plus quoi répondre, il bégayera, il demandera un verre d'eau au policier et c'est ce qui le fera parler. Sylvain, lui aussi, passera à table et donnera des informations sur l'enquête. Sa version à lui sera totalement différente de celle de Shafat Abdallah. Il dira qu'il était censé cambrioler une maison, qu'il renoncera, mais ça on s'en fiche, ça n'a pas de réel intérêt dans l'enquête, et que Shafat Abdallah est revenu le rechercher comme elle faisait à chaque fois. Elle sera stressée et elle lui demandera de l'aide. Il ne comprend pas ce qui se passe, il monte dans la voiture et elle l'emmène dans un ancien parking de camping et il voit Jacques Sérail à terre, plein de sang. Il comprend qu'il est mort et sa femme lui dit « Il faut que tu m'aides, je ne peux pas le mettre dans le coffre, il faut qu'on l'emmène en Espagne. » Il dira qu'il s'est exécuté, c'est ce qu'il fera, il aidera sa femme à mettre le corps dans le coffre et sa femme prendra leur voiture, passera devant, elle lui dit de le suivre, sauf que pour Jacques Sérail, le trajet est trop long. L'odeur est impossible et insoutenable. Il décide donc de la doubler, de rentrer dans un chemin, d'aller dans une clairière et de brûler la voiture. C'est la version des faits qui donnera aux policiers. Sylvain Rouviot décrira donc sa femme, Shafat Abdallah, comme étant le cerveau. Et pour prouver sa bonne foi, il dira à la juge « Si vous voulez, je vais vous prouver ma bonne foi et je vais vous montrer où elle est. » La juge prend donc la décision
d'emmener Sylvain Rouviot sur les lieux indiqués et cela ne loupe pas. Sylvain Rouviot indique avec une très grande perfection où se trouve l'arme qui est retrouvée seulement 3 minutes après. Cependant, il y a un détail qui ne colle pas. Et oui, il y a eu des témoins. Pas visuels, mais des témoins qui sont des voisins et qui ont entendu tout ce qui s'est passé. Et la première partie de l'histoire ne tient pas debout. Puisque, en fait, ces personnes diront qu'ils ont entendu une première voiture arriver, puis une seconde, des cris, des coups de feu, puis seulement 4 minutes après, même pas 4 minutes, 2 voitures repartirent simultanément. Et pour les policiers qui ont fait de nombreux tests, entre l'endroit du braquage et l'ancien parking, il n'y a aucune possibilité que Shafat Abdallah soit allé chercher son mari, que son mari soit revenu avec Shafat Abdallah, qui les a chargés de corps et qui les a emmenés la voiture. Ce n'est pas possible dans tous les chronos, même en roulant vite. Ce n'est tout simplement pas possible. Toutes ces preuves contre ce que Sylvain Rouviot a dit lui sont donc présentées. Il dit à son avocat qu'il n'en peut plus, qu'il veut enfin vraiment dire la vérité. Cela lui pèse trop et il demande une nouvelle fois à passer devant la juge et à lui raconter toute son histoire. Cette fois-ci, il racontera une histoire différente au début. Il dira que Shafat Abdallah lui a dit que Jacques Sérail était un pervers, qu'il voulait toucher aux enfants. Pour Sylvain Rouviot, il est impossible de concevoir que Jacques Sérail veuille toucher aux enfants de sa femme et il veut donc protéger sa famille, ce qui est normal. Et Shafat Abdallah lui dit qu'elle a prévu un rendez-vous avec Jacques Sérail pour en parler avec lui, pour rompre, et son but était de lui faire peur. Mais lorsqu'on y repense bien, cette histoire nous rappelle déjà quelque chose. Et oui, Shafat Abdallah avait déjà utilisé l'ami de son ex-mari pour la même histoire. Est-ce qu'elle ne serait pas en train d'utiliser son mari actuel pour éliminer son amant? Shafat Abdallah lui dit donc qu'ils ont un rendez-vous avec Jacques Sérail le soir même. Et Sylvain Rouviot est d'accord, il veut y aller, il veut se venger, il veut faire peur à Jacques Sérail. Le soir, le couple se rend au lieu de rendez-vous. Là, Shafat Abdallah va parler à Sylvain Rouviot. Là, Shafat Abdallah va parler à Jacques Sérail. Cependant, seulement quelques secondes après qu'elle soit entrée dans la voiture, Sylvain Rouviot dira qu'il a vu un éclair dans la voiture. Il s'agissait en fait d'un taser. Sa femme a tasé Jacques Sérail. Elle est sortie en criant « Vite, mon cœur, il m'a frappé, tire, tire ». Il s'exécutera et tirera. C'est donc pour lui un devoir. Il devait sauver sa femme et il s'est rendu compte par la suite qu'il s'était fait manipuler. Il dira que Shafat Abdallah aura tout prévu, même des vêtements de rechange, et c'est là qu'il comprendra qu'il s'est fait manipuler. Shafat Abdallah, elle, a une version totalement différente de son mari. Elle dira qu'il l'a une nouvelle fois bloqué, qu'il y a eu une sorte d'altercation, qu'il aurait poursuivi à l'aide d'un autre homme, Jacques Sérail, dans le petit village dans lequel il vivait. Elle décrira une scène digne de James Bond, et c'est totalement impossible car dans le petit village dans lequel ils étaient, un témoin visuel, il y aurait forcément eu quelqu'un qui aurait soit vu, soit entendu cette action. Elle fait de nouveau preuve de mensonges abominants, des mensonges qui la poussent peu à peu dans ce personnage qu'elle était déjà en réalité. Après la deuxième version de son mari, Shafat Abdallah aura encore une autre version. Elle dira qu'elle était en rendez-vous pour rompre avec Jacques Sérail et que son mari est arrivé, qu'il aurait tiré sur Jacques Sérail, qu'il lui aurait demandé de l'aider à le mettre dans le coffre et qu'il lui aurait dit de se taire, de ne rien dire
Elle parlera aussi d'une histoire de vêtements, qu'ils auraient brûlé les vêtements et qui sont rentrés en sous-vêtements, mais cela n'est pas possible car les enfants étaient encore debout. Ils se seraient souvenus si maman et beau-papa étaient rentrés en sous-vêtements ou en slip, c'est normal. Afin de pouvoir mettre au clair cette histoire, les policiers décident de faire une reconstitution de tout ce qui s'est passé et Shafat Abdallah prouvera encore une fois que elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle est totalement décalée et elle ment réellement aux policiers. Elle dira par exemple que c'est totalement la faute de Sylvain Rouviot. Elle dira à son tour qu'elle a été manipulée. Elle se met durant toute l'histoire en retrait. Elle dira que elle n'a rien à voir avec cette histoire. Elle a totalement été en retrait et les policiers se rendent rapidement compte que cela n'est pas possible et parce que vu la corpulence de Jacques Sérail, il est totalement impossible pour Sylvain Rouviot de le mettre dans le coffre. C'est physiquement et théoriquement impossible. D'autant plus, il y a un détail de plus qui viendra prouver que Shafat Abdallah ment à nouveau. Elle dira qu'elle est passée devant. Les policiers lui demanderont comment, en passant devant, Sylvain Rouviot pouvait lui donner les directives. Elle dira que c'était par téléphone. Or, comme on l'a dit au début, les deux téléphones étaient éteints au moment du crime. Même les avocats lui diront « Madame Abdallah, c'est tout simplement pas possible, c'est tout bonnement impossible ce que vous racontez, vous êtes en train de mentir. » En revanche, pour Sylvain Rouviot, tout colle dans les moindres détails. Que ce soit la mise en place du plan, l'arrivée, la mise en place dans le coffre, même la trajectoire de la balle correspond parfaitement. Cependant, il y a un détail qui va venir chiffonner les jurés. Il y a un problème avec l'arme de Jacques Sérail. Il dira que Jacques Sérail avait en fait tiré un coup sur Sylvain Rouviot, sur lui-même ainsi que sa femme. Or, aucune arme n'est retrouvée. Nous nous retrouvons un petit temps plus tard à la cour d'assises. Il est temps pour ce couple de se faire juger et de savoir ce qui s'est réellement passé. Shafat Abdallah devait apparaître comme la femme tout au long de cette histoire. Une femme menteuse qui ne sait faire que mentir, qui n'a rien dit de vrai depuis le début. Elle arrivera avec un col roulé, un collier en forme de croix sur son abdomen. Son avocat lui dira « On a dit, il faut rester normal ». Elle lui répondra « J'ai trouvé la voie des dieux, j'ai trouvé une voie de la religion ». Ceci fera impression dans les jurés. Comparé à Sylvain Rouviot qui lui est un paysan en fait. Il a un accent, il est petit, assez musclé, il fait vraiment penser en fait à la campagne dans laquelle il vivait. Et voilà, c'est un peu en décalage avec les deux personnages. À l'issue de ces assises, la sentence tombe. Shafat Abdallah prendra 18 ans et son mari, lui, 20 ans. Les deux parties font alors appel. Shafat Abdallah gardera sa peine de 18 ans, mais la peine de Sylvain Rouviot sera revue, diminuée de 2 ans pour arriver à 18 ans, comme sa femme. Il y a donc, pour les policiers, dans cette histoire, un total 50-50. Ils n'ont pas réussi à déterminer qui était le tireur. Ils n'ont pas réussi à déterminer non plus qui était le cerveau, si cette histoire était prévue ou pas. Ça a vraiment été du 50-50, d'où les deux 18 ans. Donnez-moi votre avis sur cette affaire. Est-ce que vous croyez plutôt Shafat Abdallah ou Sylvain Rouviot? J'espère d'autant plus que cette affaire vous aura plu. Si cette nouvelle série vous inspire et qu'elle vous hype, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à m'écrire en commentaire que cette série vous a plu. Comme ça, il y aura d'autres épisodes. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce numéro. Bonne nuitée, jeune Padawan. Ciao, ciao.